Bonsoir tout le monde. Alors, regardez cette photo et imaginons quelque chose. On n'est pas à Bassam, malheureusement, on est en Guadeloupe. Imaginez un jeune homme, assis dans une chambre d'hôtel, peinard, tranquille, regarde la mer, envie de nager, l'ordinateur ouvert, il reçoit un appel Skype, un client qui veut ses services. Il lui dit c'est possible, vous avez un moyen de paiement, il dit oui, j'ai une carte. Il lui transmet ses numéros, il fait le paiement, la transaction passe, il lui livre le service et le tour est joué. Mais mieux, ce jeune homme se dit, mais pourquoi ne pas faire du business de cette façon, en regardant la mer? Mais même mieux, pourquoi ne pas permettre à tout le monde de pouvoir faire du business de cette façon? Et donc, il décroche son téléphone, il appelle son associé et dit « Daniel, c'est Gilles Alexandre. » Eh oui, c'est moi. C'est moi qui étais assis sur cette terrasse. C'est moi qui avais ce rêve fou, de dématérialiser tout ce qui est dématérialisable. C'est ma mission. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Et voici, à travers cette citation, ce qui définit mon combat tous les jours. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, mais qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains voient folie, nous voyons du génie. Car ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. C'est pour ça que j'ai dit à Eric tout à l'heure que sur le jeu d'échecs, je ne pouvais jouer qu'un seul rôle, même si c'est vrai qu'il ne va pas dans toutes les directions. Mais les directions déjà que le fou prend sur le jeu d'échecs sont des directions qui ne sont pas tout à fait normales dans la vie, car on est censé aller tout droit. Je suis né le 16 mars 1975 à Londres. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, mon primaire, mon secondaire. Je reconnais, j'ai eu une vie assez agréable, assez paisible. Mes parents m'ont tout donné. Ça, je dois le reconnaître. Ils m'ont donné l'éducation qu'il fallait, où je pouvais y aller. On est 6 frères et une sœur. J'ai décidé d'aller faire mes études aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais censé faire de la finance, de la comptabilité. Je devais revenir expert comptable. Et quand j'arrive aux États-Unis, je découvre en fait un outil, mais un outil tellement puissant qu'il me fait réfléchir sur l'avenir. Et cet outil s'appelle l'Internet. Quand je le découvre, je me dis, mais attends, je peux envoyer un message des États-Unis jusqu'à la Côte d'Ivoire sans même faire d'effort, alors que j'utilisais un fax avant pour communiquer avec mes parents. Et donc, je me suis projeté dans l'avenir, et en me projetant dans l'avenir, j'ai décidé de changer de route. Bien sûr, avant de changer de route, on appelle les parents pour les informer. Donc, j'appelle, je prends mon téléphone, j'appelle Abidjan, je dis « Ah, mais papa, maman, vous connaissez l'Internet ?» Et la première réponse qu'ils me donnent, « On ne t'a pas envoyé aux États-Unis pour nous ramener les choses américaines. On t'a envoyé pour étudier et revenir. » J'ai compris qu'on n'était plus dans la même logique. J'ai compris que je ne pouvais pas compter sur eux et c'est normal. J'ai décidé de prendre ma route. Je n'ai plus fait comptabilité, je n'ai plus fait finance, même si j'étais déjà en 3e année. J'ai basculé, je suis allé vers ce qu'on appelle le Management Information System. J'ai graduate et mieux, je ne leur ai même pas dit que j'avais changé et que j'avais eu mon diplôme. J'avais un stage à Houston. Je devais aller dans une société pétrolière. Je ne suis pas allé. Je me retrouve en Californie. Mes parents m'appellent et me disent « Mais
Je ne comprends pas. Tu n'es pas à Houston pour commencer ton stage? Je dis non, je suis à San Diego en Californie. Et là, la guerre et la rupture commencent. Ma galère commence. Ma vie paisible est complètement terminée. Je suis coupé de tous mes vivres. Je suis livré à moi-même en Californie et je n'ai pas d'autre choix que de me battre et de réaliser le soi-disant rêve que j'avais en tête. Je n'avais plus de choix, plus de choix. J'avais plus de revenus, j'avais plus rien. Alors je m'installe en Californie avec mon associé Daniel qui avait exactement les mêmes problèmes que moi. Mais de son côté, c'était un peu plus doux. Ses parents continuaient à l'écouter. Alors, Daniel et moi, on habitait dans le même appartement et on décide de se lancer dans cette aventure de la création d'un site qui va fédérer tous les Ivoiriens où on pourra communiquer et échanger des données, échanger des informations. Et ce site naît, il devient populaire. Je me permets d'appeler mes parents et de leur annoncer la naissance du site. Mon père appelle tous ses amis à Abidjan et dit « J'ai envoyé mon fils, je l'ai perdu. Il n'arrête pas de me parler d'un Abidjan.net alors qu'Abidjan est là, ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là-bas. » Et il le raconte dans tous les salons, tous les salons. Mais entre-temps, le site continue à grandir et grandir et grandir jusqu'au jour où le Premier ministre de l'époque l'appelle et lui dit « Mais on revient de Bruxelles, de l'Union européenne. On avait fait le voyage pour leur apporter des informations. Et ils nous disent pendant la réunion, mais on a appris sur Abidjan.net que telle et telle information avant même que vous n'arriviez. Mais tu ne me disais pas que ton fils avait un truc qui avait ce nom-là? Et il dit, je vous rappelle, Excellence. Mon téléphone sonne, il était 7h18 du matin, je m'en rappelle encore. Et je n'avais pas dormi de toute la nuit parce qu'on dormait très tard. 7h du matin, je décroche. Allô? Dis-moi, Gilou, tu me parlais d'un Abidjan.net, je suis avec mon avocat au téléphone. Vas-y, explique-moi bien cette affaire-là. Je ne comprends pas. Et donc, voilà comment j'ai réussi, pas par moi-même, à convaincre en fait mes parents de pouvoir m'écouter. Mais je me remets toujours en cause car c'est de ma faute. J'aurais dû leur expliquer, mieux leur expliquer. Parce que si je les avais convaincus, j'aurais gagné ce combat plus tôt. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le site le faire lui-même. Et donc de ce moment-là, on a eu vraiment une très bonne relation. Mais ce chemin a connu beaucoup, beaucoup d'échecs. Mes premiers échecs ont été des échecs humains. Nous avons recruté des gens qualifiés. Lorsqu'on est dans la Silicon Valley, tout le monde veut des gens avec des diplômes. Ça fait bien sur le corporate profile. Quand on recrute les gens qualifiés, ils viennent toujours avec les grandes théories. Donc, on ne peut pas toujours les garder parce qu'on n'avance pas. Lorsqu'on recrute des gens bien, souvent on se joue les avares, on ne les paye pas bien et donc ils partent. Et quelquefois, on recrute des bras cassés, comme on les appelle ici. Et puis, on se retrouve avec des gens qui sont à côté mais qui ne peuvent plus faire le travail. Le capital humain, premier échec de notre part, sur lequel on doit beaucoup travailler. Deuxième problème a été le financement. Il y a beaucoup de théories sur le financement. Pourquoi vous n'avez pas fait un business plan, vous approchez d'investisseurs ou de banques pour vous faire financer? Non, on a décidé d'aller sur fonds propres. C'est pas si mal. J'arrive à nourrir ma famille. Aujourd'hui, on a des sociétés quand même qui essaient de prospérer et qui recrutent. Mais il y a toujours un débat. Troisième, l'expansion. On a essayé une expansion en Asie qui a été un échec total. On a essayé de s'installer en Thaïlande et à Hong Kong. Ça n'a pas vraiment marché. Je vous passerai les détails de celui-ci. Et le quatrième, ça a été le e-commerce. Nous sommes rentrés dans le e-commerce peut-être un peu trop tôt. Ça a été un grand échec, mais pourquoi? Et c'est là où mon
Mes échecs commencent encore à arriver. Nous sommes rentrés dans le e-commerce trop tôt. Et c'est important que lorsque vous lancez un produit, d'être time to market, c'est-à-dire vraiment lancer votre produit au bon moment. Et on avait une clé qui nous manquait. Cette clé, c'était le paiement. Il nous manquait cette clé. On était fort sur Internet, mais on n'arrivait pas à transacter sur Internet. On n'arrivait pas à gagner de l'argent rapidement sur Internet. Et donc, lorsqu'on est rentré en Côte d'Ivoire, on a décidé d'affronter en fait ce combat-là. Rappelez-vous, quand je suis arrivé aux États-Unis la première fois, j'ai été choqué par quelque chose. Tout le monde payait avec des cartes, des cartes, des cartes. Et moi, je suis arrivé avec des liasses de 100 $. Quand je payais, tout le monde me regardait bizarrement, je ne comprenais pas. Je me disais, mais à Abidjan, je peux te donner un billet de 10 000, il n'y a pas de problème. Et donc, c'était toujours choquant. Et donc, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a décidé de se lancer dans ce domaine-là. Et je me rappellerai toujours, je sortais du ministère de l'Intérieur avec qui on avait signé un partenariat pour la cybercriminalité. On venait de lancer en fait cette carte qui marchait très, très, très bien. Et je rentre dans le parking, je demande au monsieur, est-ce que vous ne voulez pas une carte? Quelqu'un que je connaissais plus ou moins bien. Je lui dis, tu ne veux pas une carte, on peut t'en faire une rapidement. Donc je lui explique les spécificités. Et il me dit, mais combien on peut mettre sur la carte? Je lui dis, maximum 5 millions. Il ouvre son sac, il prend les 5 millions, il me les donne. Et il me dit, tu m'appelles quand ma carte est faite. Et à ce moment précis, j'ai compris que les gens nous faisaient confiance, qu'on avait construit cette confiance pendant 20 ans à travers le média. Et donc, que cette confiance, on ne pouvait pas se permettre de la trahir. Alors, on repart au bureau, on crée les conditions, on le fait, on fait la carte, et le business de la carte s'envole. Alors je décide un jour, en juin, je me rappellerai très bien, de prendre des vacances. Tout se passait bien, les cartes se vendaient comme des petits pains. J'arrive aux États-Unis pour les vacances. C'était un dimanche. Je dors. Le lundi matin, à cause du décalage horaire, je me réveille vers 5h30. Je regarde mon téléphone. Je vois plus 99 appels, plus 99 messages, plus 99 WhatsApp. Et je me dis, mais mon téléphone a un problème. Je regarde toute la classe politique, économique, sportive, tout le monde m'a appelé. Et je me suis dit, mais je n'ai pas été nommé quelque part. Mais il y avait un problème que je réalisais dans ces appels. Je ne voyais pas d'appel de ma femme et je voyais des appels insistants de notre partenaire technique. Et donc, je décroche le téléphone parce qu'il continue à appeler. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as m'appeler aussi autant de fois? Il me dit, ah, on vient de fermer ta carte parce qu'il y a un problème de sécurité au niveau de ta banque. Mais ce n'est pas que ta banque, plusieurs banques dans le monde sont attaquées. Et donc, on a été obligé de bloquer en fait la carte. Et donc, bienvenue dans le monde de la finance. Et il me raccroche au nez. Me voilà face à mon plus grand échec dans l'histoire de Weblogy. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois rappeler ces gens. Alors je me permets de le faire par courtoisie. Alors je suis lapidé au téléphone. Mais oui, je suis sur un bateau, j'arrive pas à payer. Oui, je sors de l'hôtel, j'arrive pas à payer. Ah oui, mais là je suis en train de faire une location de voiture, j'arrive pas à payer. Et je réalise tout de suite que j'ai deux solutions. Soit j'appelle mon avocat et j'attaque la banque en justice parce que ce n'était pas ce qui était prévu, ou je me solidarise avec la banque et j'avance. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été solidaire avec la banque. Et j'ai été tellement solidaire avec la banque naturellement, on est revenu sur nos pieds. On a dépassé le nombre de cartes qu'on devait vendre. On est devenu de plus en plus fort. On a développé de nouveaux produits. Mais j'ai une leçon que j'ai tirée. Toujours diversifier ses partenaires. Et c'est pour ça que depuis hier, nous avons lancé des nouveaux produits avec une nouvelle banque dont la directrice générale est assise ici. Nous avons lancé la nouvelle carte. Merci. Nous avons lancé la nouvelle carte prépayée Platinum, la nouvelle carte prépayée virtuelle. Et même mieux, lorsqu'on est revenu de notre déboire avec la première banque,
nous avons été détectés par Visa, qui nous a automatiquement dit que nous sommes la première fintech qui a vendu le plus de cartes prépayées en fin 2020. Et donc, voilà comment on se marie avec Visa pour pouvoir préparer le futur du paiement. Donc, ma vie est un jeu d'échecs. Ma vie a commencé comme le petit soldat qui déplace ses pions et qui finit par un échec et mat avec cette grosse société. Je vous remercie.